Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons Dr Aboubakar Hassan, qui est le secrétaire général du Conseil citoyen pour les consommateurs 3C Que Choisir. Avec lui, nous allons parler de la situation de l'école dans notre pays. Mais avant, retenez que les acteurs de la société civile, à savoir Mounkel Khalidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger vont passer leur 103e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Ensuite, le CEG 12 de Niamey, qui a été créé en 1984, portera désormais le nom du PhD Mahmoud Jibo. Le baptême de ce collège s'est déroulé aujourd'hui en présence de plusieurs invités. Détails dans le reportage qui va suivre. C'est une foule de grands jours composée entre autres de chefs traditionnels, de ministres, d'enseignants et d'élèves qui s'est réunie au sein du CEG 12 de Niamey. L'événement ayant occasionné ce rassemblement n'est pas anodin, car il s'agit du baptême du CEG 12 qui a été créé en 1984 et qui dorénavant portera le nom du PhD Mahmoud Jibo. Intervenant la première à cette cérémonie, la directrice du CEG 12, Mme Salamatou Farka, a remercié l'amicale des anciens élèves qui a pourvu l'établissement avec 157 tables bancs, 81 livres et une sonnerie moderne. Prenant la parole à son tour, le président de l'amicale des anciens élèves du CEG 12 précise la motivation qui les a amenés à vouloir le baptême du CEG 12 au nom du PhD Mahmoud Jibo. Nous, amicale des anciens élèves du CEG 12, initiative et parrain de la présente cérémonie, remercions et saluons les partenaires de cet établissement pour leur adhésion au processus ayant abouti à l'obtention de l'arrêté numéro 0048 MES SG DGE DL DE SG du 2 mars 2020 portant un baptême du CEG 12 de Niamey qui, à son article 1er, stipule le collège d'enseignement général CEG 12 de Niamey est baptisé CEG PhD Mahmoud Jibo. Le choix porté sur la personne du PhD se justifie par le fait qu'il fut le premier directeur de cet établissement, créé le 1er octobre 1984, et surtout parce qu'il a œuvré pour faire de cette création une école d'excellence. Sa rigueur lui a permis d'atteindre les résultats escomptés et a marqué à jamais la mémoire de la promotion 1984 pendant seulement les 2 ans qu'il fut directeur de cet établissement. Ensuite, ce fut au tour de Guiro Bida, collègue au PhD Mahmoud Jibo, de rappeler la contribution du CEG 12 en ce qui concerne l'éducation. On utilisait tous les moyens à notre possession pour que la discipline soit instaurée au sein de cet établissement d'abord. Et c'est ainsi que, lorsqu'ils ont compris qu'on ne badine pas avec le savoir, avec l'instruction, ils se sont mis au travail. Et aujourd'hui, nous sommes retrouvés avec de nombreux cadres à tous les niveaux. Ils sont là. Vous avez des super comptables, des experts, hein? Vous avez des médecins, vous avez des colonels et ainsi de suite. Alors donc notre joie aujourd'hui est immense, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir le nom, l'établissement, le CEG 12 porter le nom de Mahmoud Jibo. Pour sa part, le PhD Mahmoud Jibo a relevé dans son allocution la fortune de se voir consacré de son vivant. Quel bonheur, quelle fortune que de se voir célébrer de son vivant par une consécration comme celle que nous vivons en ce jour. Elle est particulièrement singulière parce que ce n'est pas l'État du Niger, au nom duquel j'ai sacrifié ma jeunesse et mon énergie, qui prend l'initiative de récompenser ce que j'ai donné. Mais les premiers élèves que j'ai accueillis en ces lieux, c'est pour ma modeste personne et ma famille une immense fierté et un honneur sans pareil que de figurer dorénavant dans le panthéon de ceux qui ont compté dans le système éducatif nigérien. Mais au-delà de ma personne,
Ce sont tous ceux qui, enseignants, personnel d'appui, ont servi cet établissement qui sont aujourd'hui honorés et célébrés. Nous en sommes sincèrement fiers et reconnaissants. Je peux donc encore une fois clamer haut et fort que le métier d'enseignant est de loin, de très loin, l'un des plus nobles et des plus enrichissants au monde. Nous sommes donc fiers de notre beau métier et continuons à œuvrer avec sacerdoce, motivation, désintérêt, altruisme et humilité. La cérémonie qui a été agrémentée par la troupe de Hamsou Garba et Batou Béri a pris fin par le dévoilement de la plaque qui, à partir de cet instant, consacre le baptême du CG12 au nom du PhD Mahmoud Jibo. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation avait dénoncé dans une déclaration rendue publique l'état de dégradation de l'école publique nigérienne, mais aussi l'affaire de détournement de deniers publics au ministère de la Défense. Détail avec Ismaël Moumouni et Saroudouni. L'agitation dans laquelle végètent les enseignants, la détérioration de l'école publique nigérienne, mais également l'arrestation des acteurs de la société civile et le détournement au niveau du ministère de la Défense nationale, telles sont entre autres raisons de cette sortie médiatique du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base, SINASEB, qui condamne le ministre en charge de l'éducation d'avoir exposé les élèves et leurs enseignants au coronavirus, tout en les laissant également à la merci des intempéries dans des salles de classe inappropriées, avec tous les risques qui s'y trouvent dans cette période hivernale. Pendant que certaines prévisions météorologiques annoncent une possibilité de fortes précipitations pluviométriques. 2. Rendre le gouvernement seul et unique responsable de la dégradation du niveau scolaire des élèves causée par le seul but de vouloir valider vaille que vaille l'année scolaire 2019-2020 en dépit des insuffisances imminentes constatées par tous. 3. Exige le respect strict des engagements pris dans divers protocoles d'accord, la réhabilitation sans délai des enseignants contractuels résiliés pour avoir exécuté le mot d'ordre des syndicats en 2017 dans le cadre de l'évaluation controversée des enseignants créés. 4. Condamne avec la dernière énergie les coupures constatées sur les pécules, les indemnités de direction et autres suspendues sans raison, ainsi que les retards dans le paiement des pécules. L'arrêt brusque des recrutements à la fonction publique, le blocage des avancements des enseignants, etc. et bien d'autres points inscrits sur la plateforme revendicative du SINASEB. Le SINASEB exige également la libération sans condition du camarade secrétaire général Halidou Mankaila et ses co-détenus injustement privés de liberté, ainsi que l'ensemble des activistes et défenseurs des droits humains arrêtés et incarcérés un peu partout au Niger. 6. Reste unis et solidaires au camarade secrétaire général Halidou Mankaila et ses camarades d'infortune, ainsi qu'à leurs familles respectives dans cette épreuve douloureuse qui leur est imposée par un régime tyrannique, démagogique, sans foi ni loi. 7. Demande à l'ensemble des militants et sympathisants du grand SINASEB, ainsi que l'ensemble des enseignantes et enseignants du Niger en général, de prendre toutes les dispositions utiles pour être en possession de leur carte d'électeur en vue de se préparer pour les consultations électorales à venir. Car l'heure de la correction a sonné. De rester mobilisés pour la réparation du tort et des préjudices causés à l'endroit de l'enseignant, de l'école et du peuple nigérien en général. 8. Demeure enfin plus que jamais déterminé et engagé pour la défense des intérêts matériels et moraux des militants et de l'ensemble des enseignants du Niger aux côtés des autres forces syndicales. Le SINASEB est soutenu dans ce combat par la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique qui a tenu à marquer de sa présence à cette déclaration. Docteur Aboubakar Hassan, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, que pouvez-vous nous dire sur l'état de l'école publique nigérienne et qu'est-ce qui fait qu'actuellement il y a une perte de confiance des populations à l'endroit de cette école? Merci d'abord de nous inviter sur votre plateau. Donc je commencerai par dire que en fait on ne parle pas de la qualité de l'école dans ce pays. Nous le savons tous. C'est une réalité en tout cas que nous n'ignorons pas. Moi, je me dis que quelque part, il y a beaucoup d'aspects qui contribuent à la dégradation plutôt du facteur formation dans ce pays. Et malheureusement, je dis bien, un pays dans lequel il n'y a pas de formation, il n'y aura pas de développement. C'est toujours à ce stade embryonnaire, on l'est.
à ce stade de développement où on cherche juste à nous faire des ailes, mais malheureusement rien ne vient. Voilà, donc sinon, quelque part, il y a beaucoup d'aspects qui contribuent à la dégradation de la formation, notamment. Vous n'êtes pas sans savoir, tout à l'heure, vous avez passé un élément où c'était des syndicats qui étaient en grève, pour une raison ou pour une autre. Les élèves également, à tout moment, en débrayage, ce qui fait que pratiquement au courant des années, en tout cas précédentes, il n'y a pas eu d'année régulière où on a eu vraiment un enseignement périn avec une formation, comme on le dit, de qualité. Voilà. Donc, sinon, moi, je peux tout de suite dire que il va falloir d'abord nous baser sur le comportement de nous autres Nigériens. Parce que c'est un problème de comportement, il faut le souligner. On n'est pas soucieux du devenir de notre pays. On n'est pas soucieux également de la formation dans ce pays. Malheureusement, c'est ce qui nous entraîne dans cet état de fait-là où on n'arrive même pas à nous autosuffire sur le plan alimentaire. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Alors, l'école privée qui n'était pas dans les cœurs des citoyens il y a quelques années, sans prendre le pas sur l'école publique. Alors, comment analysez-vous cette situation au regard de la dynamique du gouvernement qui dit vouloir assurer l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, pendant que tout le monde sait que la qualité n'est pas au rendez-vous au sein de l'école publique? Je commencerai à répondre à votre question juste en donnant en fait une introduction par rapport à la première question. Tout à l'heure, vous m'avez demandé pourquoi en fait les parents n'arrivent pas à avoir confiance à l'école publique nigérienne. C'est parce que tout simplement la formation est ce qu'elle est de nos jours, on le sait vous et nous. Et quelque part, quand en fait un secteur va mal, les parents le savent, les élèves le savent, les parents d'élèves le savent. En fait, pratiquement tout le pays en a pris conscience et c'est ce qui fait que le manque de confiance, en fait, y est parce qu'il manque la qualité souhaitée par tant d'autres, en tout cas par nous tous. La qualité n'y est pas. Si vous prenez les pays développés aujourd'hui, on ne peut pas former, en fait, des générations et des générations d'étudiants sans qu'il y ait d'innovation, sans qu'il y ait de créativité dans divers domaines variés, malheureusement. Alors au Niger, on assiste à ce fait où on a formé des générations et des générations. Prenez le cas de l'université Abdou Moumouni. Toutes les générations qui sont en train d'être formées, difficilement vous allez, dans divers domaines variés, difficilement vous allez entendre dire des élèves ou des étudiants ont créé ou ont innové dans tel ou tel domaine, ce qui est malheureux d'ailleurs. Et c'est pour cela, un temps soit peu, moi j'incite surtout en tout cas l'État à mettre les moyens en tout cas nécessaires en place pour pouvoir remédier à cet état de fait-là. Si vous avez remarqué, un temps soit peu, même les enseignants-chercheurs sont en grève pour une raison ou pour une autre, rien que pour le pécunier. Alors, moi, je pense que ce n'est pas normal dans un pays qui veut prospérer, qui veut se développer. Des enseignants-chercheurs ne doivent pas revendiquer aujourd'hui. Des enseignants-chercheurs doivent être dans les conditions requises de travail, avec tout ce qu'il faut comme armement, comme arsenal de guerre, afin de produire par rapport à l'innovation dans ce pays. Alors, ce qui n'est pas le cas. Alors maintenant, comment faire pour renouer avec un enseignement de qualité dans le secteur de l'école publique? Alors, pour renouer avec un enseignement de qualité dans le secteur public, moi je pense qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Notamment la valorisation de nos réformes éducatives. Les réformes éducatives aujourd'hui sont des réformes sur la base desquelles on enseigne pratiquement les fils de ce pays. Et c'est des réformes qui ne concordent pas à la réalité du pays, il faut le dire ainsi. Sinon, tout à l'heure, on en a un peu bavardé. Vous prenez le programme, par exemple, au niveau du collège. Le français s'enseigne 5 fois par semaine. Alors, imaginons bien, le français, c'est bien de l'apprendre, mais moi, je pense qu'il y a des réalités qui sont là, dont il faille en prendre compte pour pouvoir, en tout cas, penser au développement de l'économie du pays, notamment l'agriculture, notamment la science de la vie et de la terre. Hein? Ça s'enseigne 2 fois par semaine, si vous imaginez bien, dans le programme de l'emploi du temps. Et ce qui n'est pas normal, parce qu'on doit penser à ce qui nous dérange d'abord en tant que pays, avant d'aller peut-être de penser à d'autres, si je peux l'appeler ainsi. Alors, ce qui fait que malheureusement, si on continue dans ces réformes, on ne pourra non seulement pas parler de la qualité de la formation, parce qu'on est en train toujours d'imposer la science, si vous voulez, d'autrui, une science qui n'est pas ou qui ne répond pas à la réalité de notre terrain, malheureusement.
Et ce qui fait qu'à tout moment, je ne sais pas, des générations après des générations et des siècles après des siècles, on sera toujours à ce stade primaire où on est en train de chercher l'autosuffisance alimentaire, malheureusement. Alors, pour vous dire quoi? Pour vous dire ici qu'on a intérêt d'abord à prendre en compte la réalité du pays. La réalité du pays est telle qu'il y a d'abord un certain nombre de comportements qu'il faut changer. Il faut avoir l'amour de ce pays. Il faut qu'on apprenne à aimer notre pays, parce que si vous voyez bien, beaucoup d'entre nous ne se soucient pas du pays, vu bien sûr beaucoup d'informations, en fait les informations qui circulent un peu partout dans le pays, avec les détournements de deniers, etc., etc. On sent que chacun lutte pour soi, Dieu pour tous, ce qui n'est pas normal. On doit penser à l'intérêt général, c'est très important pour le développement d'un pays. Ça, c'est un problème comportemental. Maintenant, le deuxième aspect, il faut aussi qu'on pense à ces réformes-là, qu'on puisse les adapter à la réalité du pays pour pouvoir enseigner les fils du pays afin qu'ils produisent dans l'innovation dans divers domaines variés. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, il faut prendre aussi le côté enseignant, le facteur enseignant. Moi, je pense que c'est un facteur aujourd'hui qui contribue à l'amélioration ou à la qualité elle-même de la formation dans ce pays. Et malheureusement, les enseignants aujourd'hui, beaucoup sont sur le terrain qui enseignent sans formation. Imaginons aujourd'hui avec l'histoire de la contractualisation. Quelqu'un qui a reçu une formation en agronomie, on lui demande d'enseigner français sur le terrain. Imaginons bien ce que ça peut vouloir dire. Comment est-ce qu'on peut développer ce pays si on passe par ces réformes-là? Malheureusement, ce sont ce sont les systèmes étrangers qui nous imposent ces réalités. Sinon, beaucoup de situations nous ont été imposées par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, on sait c'est qui. Alors, pour vous dire quoi? Pour vous dire que quelque part, c'est de notre faute, ça va de notre comportement, de vouloir accepter cet état de fait-là où on enseigne les Nigériens comme ils sont en train d'être enseignés aujourd'hui. Donc, en dehors du facteur enseignant, il y a aussi le facteur moyen logistique, moyen de travail. Moi, je suis spécialiste en stratégie et management RH. Je ne peux pas demander à quelqu'un de me faire un travail tant que je ne le mets pas dans les conditions de travail. Il faut que moi-même je crée les conditions pour qu'il me fasse ce que je lui demande de me faire au retour. Sinon, il ne peut pas me faire ce que moi je lui demande tant que les moyens ne sont pas garantis. On est bien d'accord là-dessus. Et l'État doit miser les moyens qu'il faut dans le cadre de la formation pour pouvoir enseigner correctement les fils de ce pays afin qu'ils produisent. Sinon, on ne parle pas de la qualité dans ce pays, malheureusement. Docteur Aboubakar Hassan, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes secrétaire général du Conseil citoyen pour les consommateurs. 3C que choisir. C'est moi qui vous remercie. La suite de ce journal réuni au sein d'un collectif des citoyens nigériens provenant de divers horizons ont rendu public ce matin une déclaration au SNAD. L'objet de cette déclaration étant de dénoncer la situation socio-politique dans laquelle se trouve le Niger. Compte rendu Ismaël Moumouni et Cheb Guissou. L'insécurité, la présence des forces armées étrangères, le détournement au niveau du ministère de la Défense nationale et la situation sociopolitique dans laquelle végète le pays, tels sont entre autres motifs de cette sortie médiatique de ces citoyens nigériens imbus de valeurs républicaines. Ces citoyens endossent la responsabilité de cette situation au gouvernement. Le régime en place qui a créé les conditions pour enrichir de manière illicite et ostentatoire quelques-uns de ses membres et se positionner ainsi dans une logique de conservation du pouvoir politique par tout moyen. 9 ans durant, notre pays est dernier en matière d'indice de développement humain, et ce, malgré les efforts ressources financières jamais acquises par un régime auparavant. Ils sont aussi des millions, ces Nigériens, à ne pas avoir accès à l'eau potable et à l'électricité. Ils sont des millions à ne pouvoir se soigner. Ils sont des millions à ne savoir lire et écrire, contraints à regarder leurs enfants condamnés à l'analphabétisme. Ils sont des millions à ne pas avoir un emploi leur permettant de vivre décemment. C'est pourquoi ils invitent toutes les forces vives de la nation à se dresser comme un seul homme pour exiger un traitement judiciaire correct du scandale du détournement des fonds au ministère de la Défense nationale, exiger le strict respect de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs tel que proclamé par la Constitution,
Exiger l'abrogation des lois liberticides sur la cybercriminalité et le secret de communication afin de préserver les libertés d'opinion, d'expression et de manifestation conquises de haute lutte. Exiger le respect scrupuleux des droits et libertés tels que définis par la Constitution. Exiger la libération sans condition des citoyens injustement écroués pour délits d'opinion et suite aux différentes manifestations contre la gestion de l'affaire du ministère de la Défense nationale et du coronavirus par le gouvernement. Exiger le départ de toutes les forces étrangères stationnées sur notre territoire. Défendre résolument la souveraineté et la stabilité de notre pays et empêcher qu'il ne tombe entre les mains des forces obscurantistes, des narcotrafiquants et autres alliés locaux de l'impérialisme international. Enfin, offrir des perspectives d'une vie digne aux millions de Nigériennes et Nigériens qui en sont privés, particulièrement les femmes, la jeunesse et le monde rural. Bientôt, une pétition sera lancée sur les réseaux sociaux par ce collectif composé d'acteurs de la société civile, de journalistes, d'hommes politiques, bref, de toutes les couches socio-professionnelles du Niger, afin de contrecarrer les dérives des gouvernants. Le Palais des Sports de Niamey a abrité aujourd'hui le premier congrès statutaire couplé à celui d'investiture du candidat du parti PJP Génération Doubara à l'élection présidentielle de 2020-2021. Un choix porté sur le général Salou Djibou à la grande satisfaction des militants, particulièrement le président du bureau provisoire Mamadou Maïga, dont je vous propose de suivre son allocution à l'ouverture de ces assises. Il y a de cela un an, précisément le 15 juin 2019, s'est tenue l'Assemblée générale constitutive qui allait devenir notre parti, la Génération Doubara. Au cours de cette Assemblée générale constitutive, vous m'avez fait l'honneur de me porter provisoirement à la tête de ce parti. Et depuis un an, nous avons travaillé à la mise en œuvre de la feuille de route du parti, notamment la mise en place effective des structures du parti sur l'ensemble du territoire national et de la diaspora. C'est donc pour moi l'occasion de vous remercier tous les camarades militantes et militants de notre parti dont la ferveur d'adhésion enregistrée en ce jour a largement dépassé nos espérances. Mesdames et messieurs, chers congressistes, je tiens à saluer chacun d'entre vous et à vous adresser mes chaleureux remerciements, ainsi à tous les militants et militantes pour avoir accepté de participer à cette cérémonie d'ouverture de notre premier congrès statutaire et pour votre présence effective parmi nous qui nous honore à plus d'un titre. À tous ceux qui sont venus de l'étranger, je vous souhaite un chaleureux retour au pays. Mes pensées vont aussi en ce moment aux camarades empêchés pour diverses raisons, notamment celles relatives au contexte de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19. De prendre part aux travaux de notre premier congrès statutaire, je leur envoie mes salutations militantes. Militantes, militants de Génération Doubara PJP, chers congressistes, le congrès national, moment important dans le fonctionnement de notre parti, se tient aujourd'hui dans un contexte sanitaire mondial particulièrement difficile pour notre pays, qui a fait déjà face depuis plusieurs années à des vulnérables défis sécuritaires. Il nous faudra mettre à profit ce temps de réflexion collective pour analyser au mieux le contexte, le sens de mutation à l'œuvre dans notre société, à déduire la stratégie la plus efficace, en ce que nous allons porter d'essentiel, car la discussion jaillit la lumière.
Nous reviendrons plus en détail sur ce congrès dans nos prochaines éditions. Et ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.